pour ce premier webinaire. Ce premier webinaire qui marque le lancement de la 3e édition du Digital Learning Fest qu'on a la chance de co-organiser avec notre partenaire MindOnSite, MOS. On va se présenter juste après. La grosse thématique de la journée, de la journée complète du Digital Learning Fest, c'est faites de la formation un levier de performance. Et vous allez voir les différentes thématiques qu'on va pouvoir aborder. La thématique de ce webinaire, alors je vais passer moi les slides et je vois qu'on a un premier. C'est bon. Donc, pardon, la thématique de ce premier webinaire, c'est repenser la montée en compétences à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et nouveaux risques. On est 3 aujourd'hui à présenter ce webinaire. Évidemment, il y a beaucoup de sujets. En attendant que tout le monde se connecte, vous avez un chat, vous allez pouvoir communiquer avec nous et nous poser des questions. On va essayer d'y répondre à la fin de la session ou s'il y a des questions qui sont très connectées au contenu, on pourra les prendre pendant les 45 minutes, évidemment. Et n'hésitez pas dans le chat également à nous dire bonjour à tous, d'où vous venez, si vous êtes en France ou à l'étranger, et quel est votre rôle, votre métier. Comme ça nous permet de bien connaître notre audience. Je vais donc passer la main à mes collègues avec qui je présente aujourd'hui. Donc, je vais commencer évidemment par Elodie, qui est fondatrice et CEO de MindOnSite, avec qui, encore une fois, on a le plaisir d'organiser pour la 3e année consécutive. Merci de me faire cet honneur. Donc, voilà, moi, je suis basée à Lausanne. La société MOS MindOnSite appartient au groupe de formation Emsler Fraser, un groupe international. Et nous sommes la branche technologique, donc édition de solutions digitales de formation, un blended LMS boosté par l'IA. Merci Elodie. Et on a le privilège, d'avoir un invité de renom aujourd'hui qui est Pierre Monclos, que vous connaissez tous, j'imagine, mais qui va quand même se présenter. Voilà, merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à cette édition du Digital Learning Fest. En plus, il y a beaucoup d'actu, donc ça va être très sympa d'intervenir dans ce contexte-là. Moi, je m'appelle Pierre Monclos et en résumé, ça fait un peu plus de 15 ans. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la formation en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur. J'ai aussi été DRH en parallèle. Et depuis 3 ans, je me suis spécialisé dans le décryptage via des interventions comme celle-ci, des évolutions qui touchent les ressources humaines, le travail et la formation, et notamment l'impact de l'intelligence artificielle, de ma présence ce matin. Merci beaucoup Pierre. Et donc un petit mot rapide sur EdTech. Donc moi je suis Alexandre Lec, cofondateur et CEO de EdTech. Ça fait 15 ans qu'on est dans le secteur de la formation. On a commencé par créer une agence qui faisait de la création sur mesure de formation multimodale. Donc on a travaillé sur tout type de support de formation avec des grands groupes et des établissements d'enseignement. Et plus récemment, on a créé EdTech, qui est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui propose des solutions pour accompagner les entreprises à concevoir, produire et diffuser avec 2 produits. Un copilote qui va aider les créateurs de formation et des tuteurs qui vont aider tous les apprenants à pouvoir monter en compétences. Et on va beaucoup parler de compétences dans ce webinaire. Justement, le plan du webinaire que je vais te laisser présenter, Pierre. Oui, alors on va avoir 3 parties dans ce qu'on vous a préparé. Déjà, on va faire le point sur où on en est en 2026. Je vous disais juste avant, il y a beaucoup d'actualités qui touchent notamment aux compétences, qui est l'enjeu clé en RH et pour les organisations. Donc, on va faire un peu le point sur la montée en compétences, ce qu'on gagne avec l'IA et ce qui devient un peu plus complexe. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le thème qu'on a choisi pour ce webinaire, les opportunités et les risques. On va faire le point sur ce qui va nous faciliter la vie et ce qui risque de nous la compliquer si on ne s'en empare pas suffisamment bien. Ensuite, on fera un zoom sur l'apprentissage en tant que tel. Donc, il y a la place des compétences et comment on monte en compétences, comment est-ce qu'on les développe et comment on les transfère en situation de travail. Et ça nous permettra de déboucher sur, même si on l'aura fait déjà au fil de l'eau, des stratégies et pratiques de formation qui nous semblent les plus pertinentes ou qu'on a observées dans différentes entreprises, chez vos clients EdTech et MOS, sans trop spoiler sur les prochains partages, puisque dans le webinaire suivant, il y a Deloitte, Safran et Canal+, qui sont connus pour des stratégies et pratiques assez intéressantes. Donc, il y en a quelques-unes que je citerai, mais je laisserai les professionnels entrer dans le détail dans le webinaire qui suivra. Avant 15 minutes de questions-réponses qu'on prévoit pour avoir des échanges, vu qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je ne vais pas vous mettre la pression, Elodie et Pierre, mais il y a toute la France et en dehors de la France qui nous regarde. Si vous regardez dans le chat, il y a du monde de partout, Montpellier, Lausanne, un peu partout. Donc merci beaucoup d'être si nombreux. Et pour information, chaque année, il y a une augmentation dans les inscriptions. On a encore une fois dépassé les 1000 inscriptions. Donc
merci beaucoup d'être présents, aussi nombreux pour ces webinaires. Et donc, sans plus attendre, on va commencer par la première thématique, donc la montée en compétences en 2026. Une réalité évidemment bousculée, vous devez le voir dans votre quotidien. Oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, on commence à avoir des études qui chiffrent les choses, parce on partait beaucoup de convictions qui commencent à être démontrées par les études, mais il y a tellement de choses, moi je trouve, qui sont contre-intuitives avec la manière dont l'IA impacte le travail, que c'est bien de vérifier que nos convictions sont les bonnes si ce sont celles qui motivent les décisions qu'on va prendre ensuite en entreprise. Alors, on va commencer par des signaux forts ou des faits qui nous permettent justement d'étayer quelques convictions qui vont être un peu cruciales pour la suite de nos échanges. Le premier chiffre, 45% des entreprises françaises qui ne savent pas quelles compétences il leur faudra dans 2 ans. C'est rare. Au début, on n'avait pas ce niveau de chiffre. Moi, j'ai l'impression qu'il traduit notamment juste la prise de conscience que en fait, c'est effectivement de plus en plus difficile de prévoir l'évolution des compétences et des métiers, alors que jusqu'à présent, même si on se trompait de temps en temps dans les prédictions, c'était intégré dans nos modèles de réflexion pour préparer la stratégie de gestion des talents. On faisait des scénarios plus ou moins probables pour prendre des décisions visant la formation, la mobilité, le recrutement, le tout pour soutenir la stratégie de l'entreprise à horizon 1, 2 ou 3 ans. Là, ça devient pour moi suffisamment difficile pour qu'on soit un peu dans un changement de paradigme. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui citent des études de l'OCDE sur des compétences techniques qui avaient des durées de vie moyennes de 30 ans en 87, et puis depuis 2 ou 3 ans, on est sur des durées de vie entre 18 mois et 2 ans. Et en fait, c'est un peu un mythe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais moi, j'ai cherché notamment avec Anne Grébin de Air France. En fait, on n'a pas retrouvé les vraies traces de ces études récentes de l'OCDE. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas proche de la réalité, mais c'est vrai qu'en moyenne, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de compétences techniques, notamment digitales, mais pas que, qui risquent de devenir obsolètes à court terme. Et obsolètes, ça ne veut pas dire en totalité, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mobiliser ces compétences de la même manière. Et ça va changer beaucoup, du coup, le rapport à la formation pour développer ces compétences pour celles et ceux qui n'ont pas encore. Pour prendre un peu de recul, moi, dans les interviews que je mène pour essayer d'objectiver mon avis sur ces sujets complexes, l'une des interviews qui m'a le plus marqué, c'est celle de Benoît Serre, qui est l'ancien vice-président de la NDRH et qui maintenant est coprésident du Cercle Humania. Et en gros, lui, de son point de vue dans les entreprises dans lesquelles il intervient, il dit, ça y est, on est à un point où, du fait de l'IA, la durabilité des compétences, elle est devenue extrêmement faible. Et donc, l'enjeu de formation continue dans les entreprises et le maintien d'un niveau d'employabilité élevé, c'est l'enjeu stratégique majeur des DRH pour les 10 prochaines années. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la priorité d'un point de vue RH avant tous les autres sujets, sans sous-estimer leur importance. Et ça, j'aime bien le mettre en perspective avec le point d'une autre personne qui s'appelle Christophe Gillet, qui est déjà beaucoup intervenu pendant la transformation digitale. C'était le directeur innovation chez Sony. Et il nous explique, et moi je trouve que ça fait sens, donc je n'avais pas encore pensé à ça, mais maintenant je ne peux plus m'empêcher de le voir comme ça quand je pense à la formation. Il nous explique qu'on a une vitesse du changement qui va désormais beaucoup plus vite que la capacité d'apprentissage des équipes. Et donc, il y a un enjeu critique pour la soutenabilité des organisations, qui est de combler ce gap entre la vitesse du changement et la manière dont les personnes apprennent pour arriver à tenir le rythme, en fait, à rester à bord du train qui va un peu plus vite et qui avance de manière un petit peu plus complexe qu'avant. Et d'ailleurs, on a pas mal d'illustrations sur cette complexité, sur les entreprises qui se trompent ou qui n'arrivent pas à avancer suffisamment vite. On ne va pas vous citer 1000 chiffres dans ce premier webinaire, je vais en citer assez peu. L'un des plus marquants, il est récent, il date de ce mois de mai 2026. On a, vous connaissez peut-être les études de Gartner, qui sont quand même parmi les plus objectives, je trouve, et qui souvent marchent aussi bien dans les entreprises européennes qu'à l'échelle mondiale. Parce que parfois, avec les différences de culture, il faut faire attention. Eux, dans les entreprises qu'ils ont étudiées, ils considèrent que 80% des entreprises qui ont déjà intégré l'IA ont commencé à supprimer quelques emplois, pas forcément des vagues de départ, mais quelques emplois, sauf qu'ils ne remarquent aucun impact positif sur leurs résultats financiers, alors que souvent, le but de l'intégration de l'IA, c'était pour augmenter la performance et donc à la fin des résultats financiers. Et certaines de ces entreprises commencent à réembaucher. Ça, pour moi, si on le regarde avec un prisme RH et formation, ça veut dire qu'on est quand même dans une situation
où on a des entreprises qui prennent des décisions motivées peut-être à la base par des enjeux de performance ou autres, et qui se trompent dans les choix humains qu'ils font. On supprime des emplois, on réembauche. Un exemple plus simple qui vous parlera peut-être, vu qu'on va parler on va entrer dans le détail des métiers et des compétences qui évoluent. Pour moi, l'un des plus connus depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est l'impact sur les services de relations clients. C'était les premières expérimentations qui avaient été menées, que je vous résume en 20 secondes. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment générative, des entreprises au début aux États-Unis se sont dit « ça y est, on va pouvoir faire des chatbots enfin intelligents pour répondre aux questions de nos clients ». Et donc, les opérateurs téléphoniques du service client répondront à des questions plus complexes. Et ça, c'est un peu le modèle qu'on avait connu il y a 10-15 ans dans la transformation digitale. Quand c'est automatisable, si ça a faible valeur ajoutée, on l'automatise. Et on concentre les équipes sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet exemple? Mais ça va marcher aussi pour les commerciaux, le marketing, les RH et plein d'autres métiers. C'est qu'après quelques semaines, les opérateurs de ce service relation client, ils ont dit, en fait, vous nous avez enlevé des tâches peut-être à faible valeur ajoutée, mais qui étaient importantes pour nous, parce que ce sont des tâches de respiration, des victoires faciles, des moments où les gens ils sont contents qu'on arrive à résoudre leurs problèmes en quelques minutes, alors que, à l'inverse, nous, on n'a plus que des appels compliqués, et donc vous avez complexifié notre travail. Et on commence à avoir des études qui documentent que l'IA, elle peut intensifier le travail si on automatise trop vite ces fameuses tâches simples. Ça, en RH et formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement les compétences associées à ces tâches à faible valeur ajoutée, je mets des guillemets parce que j'aime pas trop cette appellation, on a encore besoin des compétences liées à ces missions parce qu'il y a peut-être beaucoup de métiers où il va y avoir des retours en arrière, où de temps en temps, on voudra continuer de faire ces tâches à la main, mais aussi que le temps qu'on espérait gagner pour former aux nouvelles compétences et exercer les nouvelles missions, peut-être qu'il n'est pas si extensible que ça. Ce n'est pas si facile de gagner du temps avec l'IA. Et je n'entre pas dans le détail de toutes les études qui montrent que pour l'instant, les ROI sur la productivité sont quasi nuls ou assez faibles à l'échelle moyenne d'une entreprise. Évidemment, il y a plein à l'échelle individuelle, ça peut être assez faux. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait un peu plus concrètement dans les organisations en France sur ce contexte? C'est ce qu'on vous a mis à droite de la slide, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « Allez, il est temps », ça fait longtemps qu'on nous parle de notamment la skills-based organization, on va avoir plus une approche par les compétences, parce qu'il n'y a plus le choix. L'évolution, ce n'est pas un métier dont on sait prédire l'évolution, et donc l'évolution des missions, et donc les compétences sur lesquelles il va falloir former les personnes. C'est un peu plus compliqué que ça, et en plus, c'est l'un des chiffres dont on parlera après, je le passerai, il n'est pas sur les slides, mais je vous le donne maintenant. On a l'INRIA, qui est un institut de recherche sur le travail, qui mène beaucoup de travaux sur l'impact de l'IA au travail et qui nous dit que fin d'année dernière, on avait 55% de Shadow IA dans les entreprises. Shadow IA, c'est quoi? C'est les personnes qui utilisent soit l'IA alors que ça n'est pas autorisé, soit des outils d'IA qui ne sont pas ceux qui sont prévus par l'entreprise. Alors, ça pose plein de risques pour la sécurité des données ou autres. Moi, je vous en parle ici parce que ça nous intéresse du point de vue formation, parce que ça veut dire qu'on a quand même, en moyenne, la moitié des salariés qui commencent déjà à travailler avec l'IA sans en parler à leur entreprise parce que ce sont des outils qui ne sont pas autorisés ou on n'assume pas de dire qu'on a le droit de les utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des compétences qui se développent sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà pour moi les principaux éléments que je voulais aborder en introduction sur ces sujets. Et si on regarde tous les baromètres, moi j'essaie de faire la synthèse des baromètres quand on vous interroge, vous, fonction RH et fonction formation, en moyenne, donc c'est une moyenne des baromètres que j'ai trouvé en France, on a 55% des responsables formation qui considèrent que leurs équipes ne sont pas assez formées à l'IA. Spoiler, c'est peut-être pour ça que les entreprises n'arrivent pas à augmenter leur performance, c'est peut-être parce qu'on utilise l'IA sans en être formé. C'est mon spoiler à moi en tout cas. 20% des entreprises n'ont à date déployé aucune formation à l'intelligence artificielle, pour des bonnes et des mauvaises raisons, on y reviendra, et on tend vers presque la quasi-totalité, 100% des responsables formation, qui considèrent quand même que l'IA, c'est une opportunité pour le développement des compétences et la formation, même s'ils évoquent parfois une crainte sur la maturité des solutions, alors que vous allez voir, moi, pour avoir en plus créé une solution de formation dans ma précédente vie professionnelle, je trouve que c'est juste incroyable ce que ça permet, et si j'avais pu avoir ça 10 ans avant, j'aurais été bien heureux. Peut-être c'est pas parfait, ça on va en débattre, mais ça nous fait gagner tellement que là-dessus, on peut considérer qu'on a une belle opportunité. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde qu'est-ce que l'IA vient bousculer en bien et en moins bien concrètement, sauf si, Élodie et Alexandre, là déjà, ça vous appelle quelques réactions, ou ça fait écho à vos réflexions ou à vos exemples clients. Ouais, moi, j'en profitais juste une seconde. Comme tu donnais beaucoup d'éléments, j'ai mis à l'écran une photo de Cathy qui demande que tu partages le lien de l'étude Gartner et peut-être des autres études
parce qu'en effet, tu as cité pas mal d'éléments qui sont extrêmement intéressants. Donc, je le mettais à l'écran, évidemment, on va pouvoir vous partager pas mal de choses à l'issue. Je prends un peu les devants. Gartner, je la mets dans le chat. Oui, la seule remarque que j'ai, c'est sur on recrute des compétences et des aptitudes. C'est quoi la différence finalement entre les deux? Les aptitudes, c'est quand tu utilises des compétences dans un contexte particulier. Donc voilà, c'est le côté terrain pour moi, l'aptitude. Les compétences, elles restent un peu théoriques quand c'est des briques comme ça. Et les aptitudes, c'est vraiment une fois que c'est mis en place sur le terrain. Voilà. C'était juste mon petit commentaire sur compétences. Et je vous partage les liens, puis après, s'il y en a d'autres, je les partagerai pendant les questions-réponses pour qu'on respecte bien le timing. Alors, ce que l'IA change en bien, et la nuance n'est pas du luxe, à condition de savoir s'en servir. C'est-à-dire que là, pour ne pas être trop théorique, c'est effectivement quand on s'empare bien de l'IA. Sinon, ce que je vous dis, c'est ce sur quoi on a misé, et il y a beaucoup de déceptions, mais juste parce que l'IA n'a pas été utilisée, on va dire, à bon escient. Dans notre domaine, on a la personnalisation. Si vous faites un peu votre veille sur l'IA et la formation, normalement, ça ne vous a pas échappé que du choix de la formation jusqu'à la mise en pratique personnalisée avec les tuteurs IA, dont on reparlera dans la deuxième partie, on a une très belle avancée. Et en fait, cette personnalisation, ça fait un moment qu'on en avait besoin. Et dans beaucoup de conférences, on entendait avec l'arrivée du digital, il y a quelques années encore, ça y est, on va industrialiser l'individualisation de la formation. Mais en fait, on avait commencé à faire ce travail et je trouve qu'il n'était pas abouti. L'IA, elle en a le potentiel de permettre de personnaliser le parcours, les types de formation qu'on va proposer, le rythme, tout un tas d'éléments, et même jusqu'à la mise en pratique de chaque collaborateur, peu importe le nombre de collaborateurs. Ça, c'est un vrai potentiel avéré de l'IA qui commence à se dérouler dans les solutions, notamment depuis… Alors, je dis notamment depuis l'année dernière, parce que quand je discute avec Alexandre de HeadTake, j'ai l'impression qu'il fait ça depuis 3-4 ans et j'en avais pas entendu parler suffisamment tôt, mais notamment dans la moyenne des solutions. Ensuite, deuxième point, et pour moi, on va dire que c'est le plus important si je dois choisir, c'est la réactivité. Avec ce dont on a parlé juste avant, le problème des entreprises, c'est de former un peu en temps réel ou de manière dynamique, on réentend souvent le mot dynamique, à l'évolution des compétences dont on réalise qu'on a besoin pour faire la transformation IA. Et vu la vitesse et la complexité de la transformation IA, en fait, ce n'est pas du luxe d'avoir de l'aide de l'intelligence artificielle pour proposer en très peu de temps des formations qui sont pertinentes et personnalisées, c'est-à-dire pas trop théoriques et pas trop génériques, sur des sujets qui sont relativement nouveaux. Avant, on avait un peu le cycle traditionnel. On attendait que la personne identifie un besoin de formation, elle faisait remonter ce besoin, parfois elle attendait l'entretien annuel, puis il y avait des décisions RH ou managériales, puis on le mettait dans le plan de la formation de l'année N+1, puis on attendait une session. Ça, il faudrait que ce soit vrai pour 5 à 10% peut-être des remontées de besoins de formation qui ne nécessitent pas un besoin urgent. Pour le reste, il y a un besoin de réactivité pour proposer une solution formation et y compris sur des sujets qui sont tout nouveaux. On a un agent IA demain qui sort ou une fonctionnalité IA d'un logiciel qui vient impacter toute la ligne d'un métier dans votre secteur. C'est notamment par la formation que l'entreprise, elle sera résiliente. Sinon, elle va juste faire un plan de départ en disant, ce métier, nous, on est plus compétitif. La formation, c'est peu de dire que c'est ça qui va préserver l'employabilité d'évolution qu'on ne sait pas prédire. Ensuite, on a la scalabilité. Là, je l'ai déjà un peu dit, on industrialise l'individualisation de la formation, peu importe le nombre de collaborateurs, puisque l'IA peut se démultiplier. Ça me paraît une évidence, donc je ne le commande pas plus. Et deux derniers points un peu plus importants, notamment d'un point de vue éthique, c'est l'accessibilité. Tout support, tout format, toute langue, et y compris pour les personnes, tous les 10, les dyslexiques ou autres, tout ce type de personnes. L'IA est un énorme outil de compensation. D'ailleurs, plus largement dans le travail, il y a beaucoup de solutions qui sortent qui sont assez intéressantes pour venir rendre plus accessible la communication et la collaboration avec les collègues. En formation, ça marche particulièrement bien. Ce devrait être l'une des priorités, je pense, dans les équipes formation, de mettre en avant ces points-là pour toutes les personnes qui ont été éloignées de la formation digitale, notamment parce qu'elle n'était pas suffisamment accessible pour eux, que ce soit l'école bleue
même si avec le mobile, on avait fait un grand pas en avant, ou que ce soit les personnes qui ont des sujets liés à la langue dans laquelle est la formation, etc. Et puis pour terminer, l'accès au savoir. Alors l'accès au savoir, il faut redire à condition de s'en servir. C'est-à-dire qu'avec l'IA dans la formation, on peut rendre beaucoup plus accessible des savoirs, des savoir-faire et même des savoir-être. On va en parler avec des exemples. Par contre, quand on regarde comment utiliser l'IA globalement dans le travail, il y a une étude qui a été faite en début d'année, vous me le rappellerez si je ne vous la partage pas à la fin, d'Anthropic, qui montre que les personnes qui arrivent à développer le plus leur savoir et leur savoir-faire quand ils utilisent l'IA au quotidien, donc dans Claude, ChatGPT ou autre, là je ne parle pas d'une solution de formation, ce sont les personnes les plus diplômées et qui savent utiliser l'IA. Sinon, on avait eu la fracture numérique, on est en train de l'amplifier avec l'intelligence artificielle. Et là, ce que peuvent faire les équipes formation, c'est d'amener des outils qui ont été pensés sur la base de la pédagogie et qui intègrent de l'IA, plutôt que d'utiliser des IA génératives qui essayent de se mettre à la formation, justement pour qu'on n'ait pas cet écart-là et qu'on n'ait pas cette fracture numérique qui se recrée dans les entreprises, parce que si on la subit, c'est ce qui va se passer. C'est déjà démontré, et l'étude d'Anthropic, elle est sur tous les continents, pour montrer que ce n'est pas lié à la manière dont on apprend ou à nos cultures, c'est à la manière dont on apprend en tant qu'être humain. Élodie et Alexandre, vous, est-ce que vous observez aussi des choses similaires, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir en particulier sur ce que je viens de dire? Je vais prendre la main, Elodie, si ça te va. Nous, en fait, c'est la genèse de ce qu'on fait, et je vais rebondir en essayant de faire la réponse la moins commerciale, même si c'est vraiment sur tous les postulats que tu viens d'énoncer qu'on a créé la société. Il y a 15 ans, évidemment, les processus que tu décrivais, c'était on identifie un besoin, on le remonte au département formation, on met en place une équipe, on prend peut-être un prestataire externe, ça prend du temps, on échange, on crée un module, on crée un parcours, ça peut prendre des mois, et le besoin évolue de plus en plus vite. Donc, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, ça pouvait fonctionner, mais la fracture dont tu es en train de parler, la rapidité avec laquelle les compétences évoluent, ce n'est pas uniquement l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a fait évoluer ça. Ça fait déjà plus de 20 ans ou 30 ans, quand tu parlais du rapport de l'OCDE, que ça évolue. Et justement, comme là, on est sur la slide de l'IA change en bien, nous, on voit ça comme une opportunité gigantesque. Pour reprendre le point sur la réactivité, aujourd'hui, on a en capacité, avec justement notre copilote, de pouvoir, en quelques heures, créer un module de formation sur un besoin qui a été identifié le matin même ou pour la semaine qui suit. Donc, on a enfin des outils aujourd'hui qui permettent d'avoir une réactivité et de rendre autonomes les départements formation, mais aussi les business units ou les métiers, pour pouvoir concevoir et produire avec des outils qui ont été sélectionnés par les départements formation. De la même manière, quand tu parles de l'accès au savoir, de l'accessibilité ou de la scalabilité, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, grâce aux tuteurs, maintenant, on peut avoir une vision qui est quand même merveilleuse de dire que chaque collaborateur peut avoir un tuteur personnalisé. Enfin, c'est quand même quelque chose, il y a 4 ans, on n'aurait même pas rêvé d'avoir des technologies comme celle-là. Donc, évidemment, ça emmène des gros enjeux et des gros risques, on va en parler assez rapidement. Mais ça donne aujourd'hui une ouverture des chakras qui est phénoménale et qui va nous permettre d'avoir une réponse technologique adaptée à des enjeux sociétaux des entreprises d'aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'est vraiment incroyable, et on le voit avec tous nos clients. Je ne sais pas si Elodie, tu veux rebondir dessus aussi. Non, je vous laisse. Moi, le seul point, c'est l'accessibilité. Hein. C'est ce qu'on nous demande toujours, c'est la question qu'on a, c'est accessibilité. Et aussi bien au niveau plateforme que contenu, et ça nous apporte des réponses intéressantes aussi. En production contenu, tu le vois, certes, hein, je pense qu'on n'a pas fini d'améliorer ça avec l'IA. Donc, c'est un bon sujet, l'accessibilité pour moi. Oui, on a une bonne opportunité. Alors là, on a vu que ça a changé en bien. Mais comme on vous l'a dit, la promesse de ce webinaire, c'est d'essayer d'être équilibré et aussi de parler de tous les pièges, écueils ou risques qu'il va falloir gérer et prévenir. Certains dont on se doutait, d'autres qu'on est en train, on va dire, de réaliser. Moi, il y en a qui sont assez contre-intuitifs que je n'avais pas vu venir. Alors, l'un des plus documentés, c'est celui sur l'illusion de compétences. On aurait pu le voir venir. Moi, typiquement, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. En fait, on a un phénomène que vous connaissez peut-être où l'IA, elle a des biais. Et ces biais nous donnent l'impression qu'on sait mieux faire quand l'IA nous aide. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les biais, il y a plein d'articles intéressants là-dessus, mais il y a notamment 2 biais qui jouent là-dedans et qu'il faut connaître quand on travaille dans la formation. C'est le biais de confirmation,
C'est-à-dire que les modèles d'IA générative, même s'ils n'ont pas été pensés comme ça, c'est un peu la conséquence de leur fonctionnement, c'est qu'ils sont faits pour répondre, donc même quand ils n'ont pas la réponse, avant d'être intégrés dans un outil formation. Là, je parle d'une IA générative de type ChatGPT, Mistral ou autre. Et ben, ils ont tendance à nous donner une réponse pour nous faire plaisir. Donc même quand ils n'ont pas, plutôt que de dire « je ne sais pas », ils créent une réponse et ils inventent la réponse, voire ils inventent des sources. Ça, vous avez sûrement commencé à en entendre parler. Et sauf que même quand on le sait, on se fait avoir. Moi, j'ai l'impression que c'est un piège très vicieux, puisque même quand on le connaît, on peut tomber dedans. Et il y a un autre biais qui a été documenté aussi par les travaux du Laboria, de l'INRIA, qui s'appelle le biais de sycophantie. Le terme un peu plus accessible, c'est le biais de flatterie, où l'IA va tendance à nous dire qu'on a raison dans les conclusions qu'on prend quand on rebondit sur ces réponses. Et en fait, ça, c'est un problème parce que ça crée ce qu'on va appeler une illusion de compétence, où il y a des personnes qui supposent que, vu que l'IA les aide à faire quelque chose, elles ont suffisamment la compétence, même si elles n'en ont pas totalement, pour pouvoir fournir un travail de qualité. Ça, c'est un biais qu'on connaît depuis assez longtemps, plus global, qui est l'effet Dunning-Kruger, où quand on ne connaît pas beaucoup un sujet, on a tendance à surestimer ses compétences là-dedans parce qu'on ne voit pas tout ce qu'on ne maîtrise pas encore. Et l'IA, elle amplifie ça. Alors ça, c'est un problème parce que les personnes qui ont une illusion de compétence vont avoir un peu moins envie de se former sur des sujets en disant « mais moi, avec l'IA, j'arrive bien à le faire tout seul ». Sauf que quand on n'a pas suffisamment la compétence, eh bien, on n'a pas assez d'esprit critique et de recul pour contrôler que le travail a bien été fait par l'IA. Et dans plein d'outils d'IA, on a toujours un niveau d'erreur et d'hallucination qui est extrêmement élevé. Les IA ne progressent pas beaucoup. Les IA génératives grand public ne progressent pas beaucoup dans la diminution des erreurs. Elles sont énormes. Les IA intégrées dans les outils de formation comme EdTech ou MindOnSite, clairement, là, sont entraînés, paramétrés pour réduire les biais. Mais dès qu'on utilise ça dans le cadre du travail, copilote ou autre, on a encore beaucoup d'erreurs. Donc, cette illusion de compétence, elle va poser des problèmes de performance, mais aussi de résistance à l'idée de se former sur un sujet qu'on a l'impression de maîtriser. En plus de ça, donc là, on va ajouter des briques. Elles s'ajoutent, voire elles se multiplient. On ajoute de la complexité parce qu'on a enfin un boulevard pour pouvoir proposer tout un tas de réponses formation à des besoins. Et ça, le risque que ça doit déjà poser dans les organisations et que ça va poser peut-être dans les organisations demain, c'est la lisibilité de l'offre interne de la formation et des formats qui seraient les plus pertinents face à chaque besoin. Ça, je pense que ça devrait être l'un des plus gros points de vigilance parce qu'on va fantasmer le fait qu'on a une super réponse à tous les besoins de formation. Pour autant, est-ce que ce sera simple de s'y retrouver pour les personnes ? Pas tant que ça, mais l'IA pourra nous aider en guidant les apprenants pour qu'ils n'aient pas à consulter toute l'offre et qu'ils soient noyés dedans pour qu'elle leur préconise ce qui est le plus adapté pour eux. Là, elle va à la fois complexifier les choses selon la manière dont elle s'en empare, mais elle a le potentiel de le simplifier à l'échelle d'un individu. Et puis, on a là où je vous mettrai aussi les études dans le chat, des impacts cognitifs, des impacts sur les compétences et des impacts sur le sens au travail qu'il ne faut pas négliger. C'est ceux-là qu'on est en train de découvrir et qui sont documentés. Je le passe assez rapidement, mais premier impact cognitif, on a Microsoft qui pourtant vend de l'IA, qui a un peu plus d'1 an, en février dernier, étaient les premiers à démontrer qu'à trop utiliser l'IA dans son travail ou dans ses études, on sollicite moins son esprit critique. Alors qu'on a besoin de plus d'esprit critique pour ne pas se faire avoir par l'IA. Ça, c'est sur l'impact cognitif. On a aussi une intensification du travail ou autre. Deuxième impact, cette fois-ci, c'est sur la perte de savoir-faire. Là, on le sait tous, si on bosse dans la formation, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on continue de garder les compétences qui nous permettent de faire. Si on fait faire à l'IA, au mieux on stagne, au pire si ça continue dans la durée, on va perdre des savoirs et des savoir-faire dont on a besoin aussi pour contrôler que le résultat de l'IA il est bon ou dont on a besoin pour ne pas devenir dépendant de l'IA. Parce que l'IA commence à coûter un peu plus cher, il y a certains outils où les entreprises les suppriment. On a même, c'est Microsoft qui a annoncé il y a quelques jours, malgré eux, mais ils ont dû reconnaître que c'était en train d'arriver, ils enlèvent des licences de Cloud Code parce que ça coûte plus cher que le travail humain. Donc, pour des raisons financières, finalement, ils coupent des outils qui aident à coder pour que les développeurs développent par eux-mêmes parce que ça leur coûte moins cher. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre des décisions comme ça pour des raisons financières, mais vu que c'est en train d'arriver, attention à la dépendance aux outils d'IA et aux personnes qui auraient perdu leurs compétences. Ici, la compétence de coder. Et puis, enfin, perte de sens. Ça, je pense que c'est un peu intuitif pour tout le monde. Si on enlève quelques tâches, même simples, parfois, ce sont celles-là qui donnaient du sens au travail. Et ça peut démotiver dans le travail, mais aussi dans la formation sur un outil dont on se dirait « ça va peut-être remplacer des tâches que j'aime faire, donc je n'ai pas envie de me former là-dessus, je préfère de continuer de le faire à la main. » Ça, si on n'en a pas conscience, c'est un peu difficile de réussir sa transfo IA dans on va dire dans la verticale
stratégie formation. Donc, à avoir en tête, et je vous partage les études juste après qui viennent soutenir ça. J'ai l'impression que c'est plutôt objectif, mais il y a tellement de cas d'entreprise et de situations différentes que ce que je viens de dire n'est pas forcément vrai dans tous les métiers et pour tous les profils, bien évidemment. Avant qu'on passe à la deuxième partie, je suis sûr que ça fait appel à pas mal de vos convictions, vous qui bossez, Élodie et Alexandre, depuis longtemps dans la formation. Est-ce que vous voulez rebondir sur un ou deux points, le temps que je partage les études que je viens de citer? Sur la partie biais, effectivement, c'est ce que notre équipe R&D essaye d'éviter. Et quand on met à disposition une IA, un assistant, c'est important de pouvoir aussi l'entraîner à dire « je ne sais pas, contacte ton chef de projet ». Quand on a affaire, par exemple, à nos administrateurs de plateforme. Et puis, ce qu'on a eu, c'est une anecdote assez rigolote. Au début, quand elle inventait des choses, quand on testait justement l'aide à l'utilisation de la plateforme via l'IA, à un moment donné, elle a sorti une réponse, donc elle a inventé quelque chose. Puis, on a regardé, on s'est dit, mais tiens, c'est intéressant, on pourrait faire une fonctionnalité alternative grâce à sa réflexion. Donc, voilà, oui, elle hallucine parfois, il faut faire attention à ça, mais ça peut générer des cas assez rigolos. Toujours être vigilant. Ouais, sur les hallucinations, c'était vraiment, je pense, le plus gros sujet à tacler au départ. C'est de s'assurer, si on propose des solutions d'intelligence artificielle, qu'elles ne racontent pas n'importe quoi, surtout quand on est en train de parler des compétences et des savoir-faire des entreprises. Donc, nous, on a une approche avec tous nos clients et qui le voient dans leur quotidien, où on a justement des agents qui vont vérifier ce que d'autres modèles d'IA intégrés dans nos solutions disent. Donc, en fait, on a recréé un peu comme ce qui se passe dans la vraie vie, des agents qui vont piloter, qui vont être les garde-fous et qui vont s'assurer que les sources existent, que le contenu n'est pas inventé ou qu'il n'y a pas des erreurs de compréhension. Donc, c'est un sujet bien évidemment qui est important et pour lesquels il y a des solutions technologiques. Donc ça, évidemment, c'est aussi une bonne nouvelle. On peut en reparler évidemment. Et le deuxième point qui, je pense, est important sur les side effects ici, c'est quand tu parles, Pierre, de l'esprit critique. C'est pas juste un mot qu'on entend partout et vraiment qui a été très utilisé depuis qu'on utilise l'intelligence artificielle. Il faut vraiment comprendre ce que ça représente pour soi et pour les workflows, pour les processus dans l'entreprise. Pour soi, comme tu le disais, Pierre, il y a des tâches qu'on peut remplacer, qu'on fait au quotidien. Il faut se poser continuellement la question, parce que les IA évoluent très, très rapidement, de qu'est-ce que je peux remplacer dans ce que je fais aujourd'hui pour lequel je ne perdrai pas ce savoir-faire. Type, je dois résumer un document ou résumer un email ou me préparer une réponse. Ça ne va pas empêcher d'apprendre à écrire ou de savoir écrire ou de savoir lire, mais je vais pouvoir gagner du temps. Par contre, derrière, analyser des documents, analyser les choses avec un esprit critique pour pouvoir justement le challenger et s'approprier ce contenu, c'est extrêmement important. Et cette analyse d'esprit critique au niveau personnel, elle se fait aussi au niveau des équipes. C'est-à-dire, nous, ce qu'on voit avec nos clients, là où l'IA est la plus dure à implémenter, c'est quand les processus ne sont pas repensés. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, les mêmes process qu'avant, avec de l'IA, en se disant on va juste aller plus vite. Alors qu'en réalité, avec des nouveaux outils, on peut ouvrir des nouvelles possibilités et donc changer la manière de travailler, changer la manière de collaborer, changer les processus internes de validation, de pilotage, etc. Et ça, c'est vraiment le point le plus important et c'est un side effect de l'IA parce qu'on se dit tout de suite, c'est magique, ça va pouvoir le faire, sans se poser la question, avant tout, de maintenant, on a des nouvelles capacités en interne et la limitation, elle va souvent être humaine parce qu'on ne va pas remettre en question les processus et donc pouvoir justement au mieux implémenter l'intelligence artificielle. D'ailleurs, dans les conférences, ce ne sont pas les DRH qui disent ce que je vais citer, ce sont les directeurs techniques et CTO qui disent l'intégration de l'IA, c'est avant tout un sujet humain. Même si le sujet technologique est compliqué, c'est un sujet humain, tant ça impacte le changement, la manière de travailler et le rapport à la réflexion et aux compétences. Pour une fois qu'on a des CTO qui disent ça, je pense que ça veut dire quelque chose sur à quel point c'est vrai, même si parfois on a du mal à le percevoir. Là, on le reformule à nos manières, mais c'est un peu plus vicieux dans le quotidien du travail pour arriver à le détecter. Alors, en conclusion de cette partie, moi, j'ai volontairement utilisé le mot changement de paradigme au début. Je pense qu'il est vrai pour l'entreprise et ça marche d'autant plus pour la formation. Donc, les enjeux pour répondre et à ces opportunités, à ces risques, avant qu'on fasse des zooms sur ce qu'on voit dans l'expérience de formation, sans surprise, ils ne sont pas nouveaux, mais maintenant, on a le potentiel de les faire, je trouve. Il y a le développement continu
pour arrêter de séquencer la formation. C'est absurde, on a séquencé la formation par contrainte. Au début, par contrainte présentielle et ensuite par les limites du digital. Et j'ai bossé dans un OF présentiel et digital, donc je peux vous le dire de l'intérieur, c'était par contrainte. L'idéal, c'est d'apprendre directement dans sa situation de travail. Et pour tendre vers ça, il faut du développement continu. On a parlé aussi de la Skills-Based Organization. La limite de ce modèle, c'est que c'est quand même un modèle un peu plus complexe à mettre en place. Donc, on en entend parler dans des webinaires ou autres, et c'est un peu médiatisé. Ce n'est pas non plus généralisé. Et en attendant, il y a beaucoup d'entreprises qui font, on va dire, des premiers pas, qui ne vont pas directement sur une approche totale par les compétences, parce que c'est là aussi un changement suffisamment fort de stratégie pour qu'on ne puisse pas se dire, tiens, il y a une méthodologie et moi, je passe à l'approche par compétences. Les rares qui ont testé ça, ils ont fait des règles dans des webinaires ou dans des articles pour dire « Oula, en fait, c'est un long chemin, donc c'est plus un cap vers lequel on veut tendre que de changer de manière radicale de stratégie. Et si moi, je redeviens DRH, je pense que je ferai ça aussi. J'irai petit à petit, tant ça a l'air d'être une démarche qui nécessite l'appropriation humaine et donc du temps. Et puis, évidemment, là, on en a parlé, donc je vais aller un tout petit peu plus vite. Le dernier point, c'est la réactivité de la réponse formation, mais aussi bien sur le choix de la formation que le thème, que la qualité des exercices pratiques sur des sujets qui sont très récents. On en a terminé avec cette première partie. Et on passe à la partie suivante sur les impacts de l'IA sur l'apprentissage, opportunités et risques. Donc, encore une fois, on va contrebalancer les deux côtés. Je te laisse prendre la main, Pierre. Oui, alors là, on va faire des zooms sur différentes fonctions ou différents rôles qu'il y a dans la formation. D'abord, côté conception de formation, là, on va dire que c'est la révolution qui est arrivée elle est le plus vite dans la formation. L'IA au service de l'ingénierie de formation pour créer des contenus scénarisés, faire une veille sur les compétences. Là, moi, de ce que je constate, c'est que la technologie, elle est très mature dès lors qu'on s'empare bien de l'intelligence artificielle, hein, c'est toujours la nuance à apporter. Dès lors que c'est bien pensé, paramétré et intégré dans les outils de formation, là, on a un ratio opportunité-risque qui vaut vraiment le coup. Beaucoup d'opportunités. Les peu de risques, c'est sûr, il y aura des erreurs dans les contenus ou de la déshumanisation ou autre, mais ça, c'est si on s'en est pas bien emparé. Normalement, si on bosse dans la formation, on connaissait déjà ces écueils avec le digital et il suffit de ne pas les reproduire avec l'intelligence artificielle. Donc, là, j'ai vraiment l'impression qu'on peut aller un peu plus vite là-dessus, tellement ça y est, c'est intégré, c'est mature. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas demander du boulot et vous occuper encore ces prochaines années, mais on y est. J'imagine que vous plus soyez Alexandre et Elodie là-dessus. C'est plus Alexandre. Rapidement. Oui, pardon, merci Elodie. Je vais répondre rapidement parce que je vois qu'on glisse un peu sur le timing, mais en effet, alors, je dirais pas forcément que c'est encore mature, c'est en cours de développement et je pense que ça va continuer à l'être. Et je pense par maturité, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les solutions, elles sont clairement déjà à niveau pour être intégrées. On a déjà plus de 170 clients, donc ça en témoigne évidemment. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, un petit peu comme on disait précédemment, là, on va pouvoir aujourd'hui, avec de l'IA, faire un peu tout. Nous, c'est le cas avec notre copilote et on le voit au quotidien. Hein, nos clients, ils peuvent créer de la vidéo, peuvent créer des podcasts, peuvent créer du texte, peuvent créer des parcours, peuvent créer plein de choses. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on donne une capacité d'autonomie et d'internalisation. Donc vraiment, pour la partie créateur de formation, c'est génial. Et en plus, la terminologie est bien choisie ici. Par créateur de formation, on ne parle plus uniquement des ingénieurs pédagogiques, on parle aussi des experts métiers. Parce que les outils peuvent être pensés pour être utilisés par des experts métiers parce que les IA ont été entraînés justement à avoir une touche pédagogique et donc ne se focaliser que sur la partie technique quand on s'adresse à ces directeurs de business unit, par exemple. Ouais. Là, attention, une fois de plus, ce qu'on dit marche bien quand c'est intégré et paramétré dans les outils de formation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible avec ChatGPT, Mistral ou autre, mais ça va nécessiter beaucoup plus de prompts et de vérification ou autre. C'est pour ça que je dis que effectivement, c'est peut-être pas 100% mature, mais c'est beaucoup plus mature que le reste parce que là, c'était plus facile à intégrer dans les solutions de formation. Côté gestionnaire de formation, alors là aussi, il faudrait qu'on revoie tous les webinaires qu'on a fait ces dernières années sur comment on pilote l'IA, la formation par la data ou autre. L'IA très très forte pour analyser des données, y compris des données qui ne sont pas formalisées. Dans des phrases, dans des simples entretiens annuels qui laissent supposer qu'il y a une personne qui a besoin de développer une compétence alors qu'elle n'exprime pas telle qu'elle, l'IA sait le repérer dans une masse de 1000 entretiens annuels. Ça, en tant que responsable, moi, pour l'avoir fait juste à l'échelle déjà de 50 personnes, ça me prenait énormément de temps. L'IA n'est pas parfaite, mais très forte, notamment pour le faire. Donc, on a ici aussi, pour moi, là, beaucoup plus d'opportunités
que d'inconvénients dans le pilotage pour analyser des données non structurées et suggérer des décisions. Ça ne veut pas dire que c'est l'IA qui va prendre les décisions ensuite de formation. Elle est là pour aider la fonction à prendre ces décisions. Si on passe ensuite à l'apprenant, c'est le zoom qu'on va faire dans la partie juste après, mais les tuteurs et compagnons d'apprentissage, moi, c'est ce qui m'a manqué en fait quand je suis arrivé dans la formation digitale, parce qu'il fallait qu'on mette beaucoup de mise en pratique, mais on dépendait toujours d'un formateur qui soit disponible à distance. Là, maintenant, on a des outils. Alors, soit on le développe maintenant, soit juste après. Vous me dites, Alexandre, parce que là-dessus, il y a des progrès dans vos solutions. Mais pour le résumer, la promesse qui est tenue, parce que j'en ai testé un certain nombre, de pouvoir faire de la mise en pratique à volonté, personnalisée, qualitative, en lien avec sa situation de travail ou une situation fictive, elle est tenue avec ses tuteurs et compagnons d'apprentissage. On a enfin des sas d'entraînement qui ne dépendent pas du coup d'un formateur pour 1000 personnes ou autre, donc des coûts qui auraient été astronomiques. On peut passer à l'échelle ça, et on peut faire la même chose en situation réelle de travail. Donc, peut-être qu'on va le traiter dans la partie... Ah non, c'est bien dans cette partie qu'on va le développer, pardon, j'ai voulu aller un tout petit peu trop vite. Est-ce que, notamment Alexandre, tu peux décrire comment ça fonctionne et est-ce qu'il faut qu'on ait un peu peur d'erreurs ou d'hallucinations de l'IA ou autre, ou est-ce que ça, le sujet, il est réglé quand c'est dans les outils de formation, parce que c'est souvent la première question qui remonte, c'est de dire, ça a l'air d'être un potentiel énorme, mais qu'est-ce qui se passe si l'IA, elle fait une erreur moi, les équipes vont plus me le pardonner, après, ils viendront plus sur ces outils-là. J'ai l'impression que c'est une fausse crainte, donc il faudrait rassurer là-dessus. En fait, c'est une crainte qui peut être avérée à partir du moment où on utilise des solutions qui ne sont pas, comme on disait précédemment, sur la partie création, là c'est la partie apprentissage, intégrées dans des outils spécialisés pour l'apprentissage. Si je prends un chat GPT et que je le mets face à un apprenant, je ne le paramètre pas, il n'y a pas de notion de contrôle, de mémoire, de vérification du contenu, là c'est une catastrophe. Et pourtant, il y a plein de solutions comme celle-ci et c'était le gros risque. Au contraire, si on intègre ce tutorat dans une démarche globale, c'est ce qu'on a pu faire, c'est de se dire, on a d'abord attaqué la partie création avec notre copilote, conception, production du contenu, et ensuite on a bouclé la boucle avec un tuteur qui est connecté à la partie création. Et donc on se retrouve avec une démarche globale où on a un centre de pilotage, là où on a conçu et produit la formation. Et le tuteur, s'il est connecté à ça et qu'on ferme la boucle, on va pouvoir non seulement personnaliser l'expérience d'apprentissage, mais aussi vérifier que le contenu, évidemment, il dépend de ce qui a été créé, donc il a été validé, analyser le comportement pour pouvoir faire de la montée en compétences ou faire évoluer la formation. Et si on a ces deux blocs intégrés l'un et l'autre, copilote plus tuteur, on va pouvoir adresser le sujet dont je parlais au tout début du webinaire sur l'évolution des compétences, puisqu'on va pouvoir avoir non seulement la conception et la création très rapide, qui en plus est validée pour avoir aucun risque d'hallucination ou d'erreur, personnaliser à l'infini, comme tu le disais, avoir en self-service la capacité de s'entraîner et ensuite de faire évoluer les contenus avec les retours terrain. Donc, le fonctionnement est vraiment extrêmement intéressant à partir du moment où il est piloté, évidemment, et où on a un contrôle sur ce qui est créé et également l'expérience d'apprentissage avec le tutorat. Et les taux d'usage et de satisfaction, de ce que j'en ai compris dans les boîtes que j'ai interviewées, me disent, oui, là, les gens disent, c'est trop bien, vous nous avez mis à disposition. On n'est même plus sur comment on fait pour mieux engager les équipes. On a les équipes qui disent elles-mêmes, ça y est, ça répond à nos besoins terrain où je peux m'entraîner dans un cadre assez confortable et ensuite je pratique en situation réelle. Je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. À partir du moment où on a pris l'habitude de s'entraîner avec un tuteur personnalisé, quand on revient à de la formation qui devient un peu plus statique, forcément, il y a un manque. C'est comme si aujourd'hui, on vous retirait les usages des IA génératives traditionnelles, on va dire. Ça vous fera un gros manque, on va dire, dans votre quotidien. Puis ça fait le lien quand on vient sur l'IA côté apprenant aussi, l'accompagnement, que ce soit côté gestionnaire, côté manager, c'est cette data qu'on va gérer et qu'on va pouvoir exploiter. Et là, ça devient intéressant côté IA parce qu'on peut faire de l'analyse via l'IA aussi, rendre des tableaux de bord avec du Power BI par exemple. Puis cet après-midi, dans le webinaire de 14h, on parlera des standards dans tout ça parce que c'est intéressant d'avoir une donnée formatée aussi sur quelques points. Voilà. C'est juste ma petite contribution.
Oui, mais important, effectivement, l'IA, moi j'ai parlé des entretiens annuels ou autres, mais l'un des meilleurs exemples, c'est qu'elle peut voir ce qui se passe dans les situations de formation, de manière anonymisée, hein, on respecte l'anonymat là-dedans, pour apprendre et voir qu'est-ce qui fonctionne et faire ressortir des données pour démontrer notamment l'impact et le ROI de la formation. Et alors, toujours côté apprenant, vu effectivement que je vois le timing, on a un tout petit peu débordé si on veut garder un bon temps de questions-réponses. Pour moi, des points importants à avoir en tête, c'est que on a deux manières d'utiliser l'IA. Il y a l'IA de confrontation. Alors, je suis sûr que Jean-Roch, dans le prochain webinaire, va en parler, donc je fais la version très courte, qui est la manière dont on utilise l'IA pour nous challenger, nous coacher, être un tuteur ou autre, c'est-à-dire pour nous faire réfléchir, qui est à l'opposé de l'IA de substitution, qui est l'IA qui fait à notre place et qui nous fait perdre notre savoir-faire. L'IA de confrontation, elle marche déjà très bien dans le travail, donc on peut inciter ses équipes à utiliser l'IA pour challenger son travail plutôt que de faire à notre place. Ça, c'est déjà une bonne manière de garder les capacités cognitives et donc les savoir-faire des équipes. Mais là où elle a le plus de potentiel, c'est intégré dans des parcours de formation, comme ce que tu viens de décrire exactement, Alexandre. Et l'évaluation, il y a un bon potentiel pour aller dessus, mais je trouve qu'elle est encore relativement peu impactée, parce que l'évaluation, comme souvent, ce n'est pas le premier sujet dont on s'empare côté prestataire comme côté entreprise, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire sur les étapes précédentes. Mais là, à mon avis, on aura aussi de belles choses. Si on se revoit l'an prochain, on pourra, à mon avis, en parler bien plus en détail. Et puis, il ne faut pas oublier le manager. Parce que là, tout ce qu'on vient de dire, si ça se passe dans des équipes où les managers gardent un management beaucoup trop directif et qui ne laissent pas place au droit à l'erreur, notamment quand on commence à travailler avec l'intelligence artificielle, mais là, on a un plafond de verre culturel et managérial qui fait qu'on limite énormément le potentiel de tout ce qu'on veut dire. Donc, je pense qu'il y a aussi un sujet culturel et plus large dans la culture managériale à sacraliser que, avec l'IA, on apprend aussi en se trompant parce qu'on ne peut plus prédire, c'est compliqué, c'est contre-intuitif et on va apprendre par l'erreur. Ça, c'est un autre point, on apprend en faisant, mais on apprend aussi par l'erreur. Et ça va être d'une première importance et à condition que ça se passe bien dans les équipes aussi quand on travaille avec l'IA. Et donc là, vous avez en bas à droite de la slide quelques éléments qu'on trouve dans des chartes que moi je trouve particulièrement intéressantes, dans des chartes IA où plutôt que de juste donner des règles sur comment on respecte la loi et la protection des données, on vient aussi parler des comportements qui font qu'on s'approprie l'IA pour mieux collaborer en étant transparent. Quand j'ai réalisé un travail en tout ou partie avec l'IA, je dis que ça a été réalisé en tout ou partie avec l'IA, je l'assume entre guillemets. J'ai un niveau d'exigence suffisamment élevé pour ne pas me reposer sur l'IA et je relis ce qu'elle a fait plutôt que de direct transmettre ça à mes collègues, parce que ça, en termes de collaboration, ce n'est pas très favorable, comme vous le devinez. Je considère que je suis responsable de mon travail jusqu'au bout. Si on insuffle ces éléments culturels, droit à l'erreur, exigence, transparence et responsabilité, je pense que ça facilitera beaucoup le rapport au développement des compétences dans le travail tout court avant même d'arriver en formation. On en a terminé avec cette partie. Je suis allé un tout petit peu plus vite, mais si vous avez des questions, on pourra y consacrer du temps, vu que je vois qu'il y a du monde et je n'ai pas encore regardé le chat s'il commençait à y avoir des questions. Donc, on arrive sur la dernière partie. Oui, peu pour l'instant. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on vous a listé, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont les principaux leviers pour vos chantiers formation. L'industrialisation de la production de contenu, on l'a vu à quel point c'était suffisamment mature pour qu'on puisse le permettre aujourd'hui sans que ça ait les coûts que ça aurait eu à l'époque. Le déploiement des tutoriels individuels, en vrai, là, pareil, si je dois me mouiller et faire des choix un peu clivants, moi, je pense que je commencerai par ça parce que l'effet waouh est suffisamment important pour que ça crée suffisamment d'engagement pour qu'ensuite les équipes soient ouvertes à toutes les évolutions qu'il y aura dans la formation. Poser le cadre dont je viens de parler sur le fait qu'on travaille avec l'IA de manière favorable à collaborer et former à l'IA aussi, parce que là, on parle de beaucoup de sujets, mais c'est aussi les compétences qu'il faut qu'on acquiert en lien avec l'intelligence artificielle. Il ne faut pas compter que sur le shadow IA et les gens qui commencent déjà à utiliser l'IA. Réinventer, même si on pourra prendre un peu plus son temps, la manière dont on mesure les acquis grâce au potentiel de l'IA. Et enfin, parce qu'on ne peut pas ne pas le citer, cadrer l'éthique et la protection des données, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux éthiques derrière sur les biais, les discriminations, l'impact environnemental de l'IA, les solutions d'IA qui sont utilisées derrière, où il y a des entreprises qui commencent à passer maintenant sur des solutions européennes ou autres, qui font très attention à ça, pour de bonnes raisons. Ça, c'est si vous deviez avoir une petite checklist de sujets à initier dans vos entreprises, ce sont nos partis pris sur ceux qu'il faudrait déployer en premier. Pour ouvrir,
Si vous avez des questions, on pourra parler du ROI ou ROE de la formation, mais j'aimerais surtout te donner la parole à toi, Alexandre. Sur l'adaptive learning, ça fait 15 ans qu'on en parle. Là, tout le monde dit, ça y est, avec l'IA, c'est possible. Est-ce que tu peux nous dire où on en est, vu que c'est l'une de tes spécialités? Oui, rapidement là-dessus. En fait, nous, ce qu'on a tendance à dire, et c'est pas juste pour faire un effet choc, c'est que l'adaptive learning, tel qu'on le décrivait à l'époque, est mort, ou en tout cas obsolète dans la définition qu'on en avait. En fait, la théorie, les puristes d'adaptive learning, c'est que le contenu s'adapte à un apprenant. Donc ça, c'est possible, c'est ce qu'on adresse avec les tuteurs IA. Sauf qu'en réalité, à l'époque, quand on parlait d'adaptive learning, on crée une arborescence dans un contenu de formation, dans un parcours, et en fonction des réponses, on orientait vers le bon parcours. Et c'est cette partie-là, en fait, qui est obsolète pour nous. Et c'est pour ça qu'on parle de tutorat personnalisé. C'est qu'aujourd'hui, il ne doit plus y avoir un nombre prédéfini d'arbres de décision, mais plutôt une infinité de possibilités pour pouvoir s'adapter au mieux à l'apprentissage. Et pour faire ça, nous, évidemment, on a misé sur la partie tutorat, mais on veut même aller un cran plus loin. Et c'est là où on va introduire une nouvelle terminologie dans la formation qu'on va appeler le vibe learning. Vibe, ça vient de la terminologie américaine qui a été beaucoup plus utilisée pour le code. On parle de vibe coding, c'est ce que fait Claude, c'est ce que fait Codex de OpenAI, mais c'est aussi ce que fait Lovable. Ce sont des outils dans lesquels vous allez communiquer et sans avoir besoin de coder, en temps réel, vous allez voir les choses qui se créent à côté de vous. Donc pour le code, vous tapez en langage naturel ou en prompt et ça vous crée du code et des applications. Pour le learning, c'est la même chose. Donc premièrement, c'est le vibe authoring, c'est-à-dire que pour la création, on va aller un cran plus loin, être en capacité de communiquer et automatiquement de voir les contenus qui se génèrent. Je vous laisse imaginer l'efficacité et la puissance que ça va pouvoir délivrer. Et ensuite, le vibe côté apprenant, donc le vibe learning. Imaginez un monde dans lequel c'est plus uniquement un contenu statique ou un chat conversationnel comme des tuteurs, mais un mix des deux. C'est-à-dire que vous engagez une formation et là, le tuteur va être en capacité de vous sortir de la vidéo, d'adapter des contenus, d'adapter des quiz. Et c'est toute cette expérience qui est en train de se construire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et qu'on met évidemment à disposition de nos clients. Donc là-dessus, il y a un champ des possibles gigantesque qui est en train de s'ouvrir et c'est une réponse technologique formidable pour adresser les enjeux de tous nos clients. Ok, donc à quand un webinaire sur le vibe learning? Ça va arriver. Ça va arriver. S'il y a des gens qui sont intéressés là-dessus, contactez-nous parce que c'est des choses qu'on va mettre à disposition de nos clients. Ok, moi ça m'intéresse aussi particulièrement, donc tiens-moi au courant. On arrive à la fin, donc on va passer je vois qu'il commence à y avoir pas mal de questions, sauf si Élodie, toi tu avais un complément sur les derniers points sur lesquels je vais un peu poser. Non, on peut passer aux questions. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Je te laisse les choisir. De toute façon, on va essayer de tous les faire. Alors, il y a une remarque déjà de Christian sur les créateurs de formation, des experts métiers qui ont une touche pédagogique. Ça met des doutes à Christian. Alors, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas d'ailleurs à quel point c'est vrai, mais il y a une légende sur le fait qu'un expert métier est tellement bon dans son sujet que c'est plus difficile pour lui d'être pédagogue et de le rendre accessible à des gens qui n'y connaissent rien. Je n'ai pas de chiffres là-dessus. C'est sûr qu'il y en a un certain nombre. Pour autant, déjà, ça ne concerne pas tout le monde. Moi, j'en ai croisé un paquet dans plein de boîtes qui disent nous, on mise dessus, ce sont nos ambassadeurs. D'ailleurs, ils deviennent formateurs métiers tellement ils ont été bons là-dedans. Ce qu'il y a d'intéressant à la lumière de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que l'IA, elle peut, si la personne le souhaite, ce n'est pas automatique, mais beaucoup l'aider dans la manière dont il va concevoir la pédagogie de son parcours. Puisqu'avant, le digital, il aidait surtout à mettre en forme quelque chose. Il ne challengeait pas beaucoup sur la pertinence d'un quiz. Est-ce qu'il y avait vraiment une activité qui faisait réfléchir à tel endroit? L'IA, elle a ce potentiel maintenant dans les outils. Elle est très, très forte pour ça. Moi, je l'utilise pour certaines de mes propres formations. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, en plus, je le savais, je n'y ai pas pensé ou autre. Donc, je pense qu'il y a un potentiel pour ces experts pour qu'ils rendent enfin accessibles les choses, alors que ce n'est pas leur appétence ou leur compétence naturelle. Si vous n'avez pas de complément… Je vais juste compléter très rapidement, parce que si je ne me trompe pas, je connais Christian et je te salue, je vais me permettre de te tutoyer. Je suis complètement d'accord avec toi, Christian. Évidemment, en règle générale, alors je suis aussi d'accord avec toi, Pierre, quand tu dis c'est un petit peu une légende de dire qu'on est expert métier, on n'a pas de compétences pédagogiques, mais c'est quand même sur le terrain la majorité des cas. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'IA, comme a dit Pierre,
elle va permettre à quelqu'un qui n'a pas de compétences pédagogiques de structurer un contenu complexe très rapidement avec une patte pédagogique forte. C'est ça justement ce que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux choisir? Je te laisse choisir les questions, Pierre, dans l'ordre que tu souhaites. C'est toi notre invité. Oui, dans l'ordre où ça a été posé, il y a une remarque sur, parce que je dis souvent que je redeviens DRH, ce n'est pas prévu, mais c'est ma manière de penser les choses pratiques et de me mouiller, de dire ce que je ferai vraiment, pour ne pas avoir la posture de l'expert qui s'est éloigné du terrain. Ça, c'est juste pour la remarque, pour dire je ne dis jamais des choses que je ne pense pas, je donne mes convictions et c'est pour ça que je change d'avis assez souvent. J'espère que ça convient à tout le monde. Il y a Christine qui parle de éthique, transparence, réflexivité. Quid de l'aspect éco-responsable, environnemental et du coup écologique de l'IA? Alors ça, c'est une question à part entière. J'avais prévenu Élodie et Alexandre que ce serait sûrement les questions qui arrivaient parce que, et j'en suis ravi, souvent, ça fait partie des questions qui remontent parce qu'on commence à savoir, notamment depuis septembre dernier, on a des chiffres précis sur l'impact environnemental de l'IA. Pour la faire courte, en termes de consommation d'énergie, consommation d'eau pour refroidir les data centers, mais aussi consommation de métaux rares pour construire toutes les infrastructures qu'il y a derrière. C'est un sujet à part entière. Là, dans notre sujet du jour, ce qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que sur des outils très spécialisés, on a des niveaux de consommation très élevés? Normalement, c'est l'inverse, c'est-à-dire plus on a un outil qui est entraîné et spécialisé, moins il va consommer parce qu'on utilise un outil qui est pensé pour l'usage qu'on en fait. Si on va sur ChatGPT, s'il sait répondre, même s'il ne le fait pas toujours bien, à n'importe quelle question, c'est parce qu'en fait, on utilise un outil très généraliste et on va creuser. Donc ça consomme plus. Dans les outils, ça consomme un peu moins. Moi, je maintiens mon discours de n'hésitez pas à challenger les prestataires sur la transparence qu'ils peuvent avoir. Alors, parfois, ils reposent sur des modèles qui eux-mêmes ne sont pas encore très transparents. Donc, ça va être un travail de longue haleine. Et ensuite, sensibiliser en interne. Si on prend le domaine de la formation, générer des visuels et des vidéos pour la formation. Déjà, est-ce que c'est vraiment le besoin? Pas forcément. Et c'est ça qui consomme le plus. Ce n'est pas d'échanger avec un tuteur IA qui va avoir un énorme impact environnemental. Ça, il y a beaucoup d'autres choses qui consomment beaucoup plus, que ce soit en énergie ou en eau dans votre entreprise. Donc, le sujet, il est complexe. Par quel bout le prendre dans le domaine de la formation? De demander aux prestataires les informations qu'ils ont et ensuite de sensibiliser en interne sur on ne génère pas des médias à tout va, parce que ça consomme énormément. Et on prend des usages que j'appelle raisonnés ou utiles. Il y en a beaucoup qui disent quand tu fais une requête sur ChatGPT pour un sujet simple, c'est comme si tu prenais un jet pour aller acheter ton pain. Oui, on ne va pas utiliser des choses qui consomment énormément pour des usages simples. En formation, ça marche bien. Et c'est l'intérêt de passer par des outils qui ont déjà entraîné les modèles, c'est qu'on va les utiliser. Ils ne vont pas beaucoup réfléchir, à supposer que les IA réfléchissent. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est, j'espère, l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle sera que dans des outils spécialisés et qu'on arrêtera de passer par des clouds, ChatGPT ou autres. Parce que là, pour l'instant, effectivement, le bilan, il est très négatif. Je vais me permettre de compléter sur celle-ci, si tu veux bien, même si on va peut-être déborder de quelques minutes sur le timing, mais c'est un point qui est très important. Premièrement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles sur la consommation et sur l'éco-responsabilité de l'IA, mais il ne faut pas oublier que c'est une révolution technologique et c'est vrai, les acteurs, au départ, ils ont fait une course. Et quand on fait une course, on ne regarde pas vraiment la consommation, on va être le meilleur, le plus fort, et surtout les modèles américains qui ont essayé de montrer des muscles avec le plus de paramètres possibles. Donc, pour avoir des modules qui consomment énormément, des modèles qui consomment énormément. Cependant, c'est déjà en train d'évoluer extrêmement rapidement. Moi, c'est à mon avis uniquement personnel. Je ne pense pas qu'on arrivera à une technologie qui va ravager la planète de sa consommation. Déjà, si on veut pousser vraiment à l'extrême, parce que les data centers, on est déjà en train de les réfléchir peut-être pour les mettre dans l'espace. Donc, il n'y avait plus de problème de refroidissement, de place ou quoi que ce soit. Et en plus, qui sont en train de devenir de moins en moins consommateurs. Donc, objectivement, le marché va vers ça et une réduction du prix des tokens d'IA. Par contre, sur la partie éco-responsable des prestataires, ça, c'est extrêmement important et Pierre a commencé à adresser le sujet. Nous, on a bâti un orchestrateur d'agents, c'est-à-dire on va sélectionner les bons modèles pour les bonnes tâches. À savoir, quand on fait une analyse documentaire, ça nécessite beaucoup plus d'analyse que si on génère un vrai faux, par exemple. Et c'est ce qui permet, justement, pour des sociétés expertes dans ces domaines-là, de pouvoir utiliser le bon modèle pour la bonne tâche. Comme le disait Pierre, on veut utiliser un vélo ou une trottinette pour aller acheter du pain et pas un jet. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir sélectionner les entreprises qui sont responsables. Je te laisse choisir la suite. Si on va un tout petit peu plus vite, effectivement, je vois qu'il est 11h pour respecter un peu le timing. Il y a deux questions, je vais peut-être les lire, comme ça on y répond rapidement.
Alors, j'en vois même 3, pardon, j'ai été sauté, mais il y a quid de la posture et du rôle des formateurs, concepteurs et ingénieurs pédagogiques avec le vibe coding dont tu as parlé. Ça, je pense qu'on peut répondre assez rapidement. En fait, s'ils s'en emparent bien, ils vont pouvoir passer plus de temps là où ils ont de la valeur, parce qu'aujourd'hui, les formateurs, les concepteurs et les ingénieurs pédagogiques passent encore beaucoup de temps sur des choses qui sont plutôt répétitives. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir arrêter totalement de les faire, mais on va pouvoir produire soit plus de formations, soit des formations de meilleure qualité. Donc, avant qu'ils aient plus de plus-value ou d'apport, et à mon avis, il va se passer des années, comme dans la plupart des métiers. Moi, je serais surpris que ce soit un sujet, malgré ce que j'ai dit de la maturité des outils. Je vous laisse commenter si vous voulez, ou sinon je passe à la question. Je suis complètement d'accord avec toi, donc je ne vais pas pas allonger le temps. Et pour les personnes qui sont peu à l'aise avec le numérique et qui ont besoin d'être guidées, est-ce qu'on ne risque pas de les perdre? Alors, moi, je ne pense pas, mais à nouveau, c'est la nuance, c'est un peu notre fil rouge, si on utilise bien l'IA. En fait, l'IA, ce qui change par rapport au digital, c'est qu'elle sait être très accessible. C'est-à-dire, vous pouvez mettre quelqu'un devant un ordinateur et lui mettre un outil où il va discuter à l'oral, même sans taper au clavier, pour lui proposer des choses et lui dire, tiens, demande-moi ce dont tu as besoin en formation. Et juste de discuter à l'oral, c'est ça qui est le plus accessible dans la manière dont on communique avec la machine. Donc, je ne sais pas où en sont les solutions de formation là-dessus, mais c'est pour ça que je disais l'IA a le potentiel de rendre plus accessibles les choses. C'est qu'en fait, il n'y a plus besoin de naviguer dans un outil ou autre. On peut discuter et l'IA comprendra suffisamment pour nous dire si c'est ça, ton métier, ton niveau, ton besoin, voilà la solution de formation que je te préconise dans notre exemple. Et il n'y a pas besoin de savoir utiliser un ordinateur, il y a besoin de savoir parler tout court. Donc moi, c'est en ça que je crois dans le potentiel et c'est pour ça que je disais qu'elle marche très bien pour réduire la fracture numérique si on l'utilise bien. Si c'est subi, oui, là, ça va être l'inverse. Les gens, ils auront peur de l'IA, ils auront encore moins se former s'ils ont l'impression qu'il y a de l'IA dans les outils. Donc, les deux chemins sont possibles. Charge aux responsables RH et formation de faire prendre le bon chemin aux équipes. C'est ça, c'est que l'IA, elle va être… elle est capable aussi de demander à la personne ce qu'il faut pour la guider. On parlait d'interface intuitive. L'IA doit être une interface intuitive. Donc, c'est la manière dont on la programme qui va faire la différence. Complètement. Vu qu'on a nos profils LinkedIn, je vois qu'il y a quelques petites questions un peu plus niches. Je laisserai les poser pour que tout le monde puisse faire une petite pause avant le prochain webinaire. Merci beaucoup, Élodie et Alexandre, de m'avoir permis d'échanger avec vous sur le webinaire de lancement de cette journée. Bon courage pour la suite de la journée. Je vous laisse introduire le prochain webinaire. Oui. Avec plaisir. Tu veux l'introduire, Élodie? Oui, je vais l'introduire parce que j'aurai le plaisir effectivement de l'animer. C'est une table ronde avec Bérangère Vuala de Canal+, Jean Rocoulier de Safran et puis Florent Grisoverrier de Deloitte sur réinventer les équipes Learning and Development. Quelles seront les priorités des Chief Learning Officers en 2026? Donc, je pense qu'ils ne seront pas forcément toujours d'accord, c'est ce qui va donner un peu de piquant à cette table ronde. Voilà. Merci en tout cas. Merci Pierre, c'était un plaisir de t'avoir. Vraiment. Oui, Pierre, merci de ta présence, merci pour toutes les informations et tous les rapports que tu as donnés. Élodie, c'est toujours un plaisir. J'espère que c'est troisième et qu'il y en aura encore plein derrière. C'est toujours un bonheur de faire ça avec toi. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Et comme l'a dit Élodie, vous avez vu la suite et la qualité des intervenants et ce n'est que le début. On vous souhaite à tous une excellente journée et encore une fois, merci Pierre et merci Élodie. À bientôt. Merci à vous deux. À bientôt. Au revoir.